Yo tout le monde, bienvenue sur Earth 214, podcast dédié à l'univers de Zack Snyder, Justice League. On est déjà de retour parce que vous avez demandé, vous avez réservé un super accueil et je vous en remercie. Beaucoup de super commentaires sur YouTube, sur Twitter, des messages privés. Tout le monde m'a dit c'est de la bombe, faut continuer. Voilà, on est déjà de retour plus tôt que prévu. Je suis aujourd'hui en présence de Stéphane que vous allez rencontrer sur notre première vidéo et de Jim que vous allez rencontrer aujourd'hui sur cette vidéo, qui sont tous les deux deux spartiates déterminés de ce mouvement à commencer aussi. Alors, il n'y a pas de premier, il n'y a pas de dernier, mais Jim, je sais que toi, tu es là en plus depuis super longtemps sur Twitter. Ouais, c'est ça. Moi, je suis arrivé sur Twitter en octobre 2016. En fait, j'essayais juste comme ça et assez rapidement, j'ai découvert beaucoup de gens qui aimaient bien Batman vs Superman. Donc, je me suis dit, ouais, c'est cool. Et puis, du coup, je suis rentré dans le truc comme ça. Et puis, voilà, petit à petit. C'est cool. De toute façon, comme d'habitude, je mettrai nos Twitter dans la description. Comme ça, vous pouvez nous follow, vous pouvez rejoindre le mouvement et rejoindre le mouvement. Et voilà, vous pouvez rejoindre la fête. Je préfère dire ça comme ça. Ouais, c'est mieux. Aujourd'hui, on va parler de choses plutôt intéressantes qui ont, pareil, été beaucoup réclamées. On va parler principalement de l'histoire du Snyder Cut, de pourquoi ce film en 2021, qu'est-ce qui s'est passé, comment c'est arrivé. Parce que mine de rien, en fait, c'est encore confus pour certaines personnes. Il y a encore des gens qui pensent que c'est une suite, il y a d'autres qui pensent que c'est une réédition. Enfin, il y a plein de termes, plein d'incompréhensions qui sont là un peu partout. Donc, on va clarifier tout ça une bonne fois pour toutes. Et juste avant, on va aussi faire un petit point sur la situation actuelle parce que au niveau de la date de sortie, là aussi, il y a des trucs qui plaisent pas forcément, mais tout n'est pas terminé, tout n'est pas mort. Et justement, c'est pour ça qu'il va falloir être nombreux sur Twitter. Alors, quelqu'un, peut-être Stéphane ou Jim, veut commencer pour parler un peu de cette situation? Ouais, je veux bien. Moi, je veux bien. Vas-y, je t'en prie. Alors, si on regarde ça d'un point de vue positif, on a quand même eu une annonce officielle de la part du compte Twitter DC Comics France qui nous dit que c'est une certitude, c'est le mot. Donc Zack Snyder's Justice League va sortir en France, donc officiellement, légalement, mais le 22 avril. Donc la première réaction, c'est de se dire c'est cool, hein, on va voir le film en France, mais le 22 avril. Donc pas d'explication. On a une précision que le film va sortir en version originale sous-titrée, mais aussi en VF. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle aussi. Et après, plus rien. Donc ça, c'était avant la confirmation de Zack Snyder, qui nous expliquait que ça sortirait partout dans le monde, le 18 mars, le même jour qu'aux États-Unis, sauf en Chine, au Japon et bien entendu en France, parce que nous, on ne fait pas les choses comme les autres. Donc après, on n'a pas plus de nouvelles. Pourquoi le 22 avril? Il y en a certains qui ont estimé que c'était peut-être le temps du doublage. Je sais pas, je suis pas convaincu. J'ai vu les Italiens partager une bande-annonce déjà doublée. Donc voilà, on voit que les Espagnols vont voir le film le 18 mars. Donc je comprends pas pourquoi nous, la France. Et une petite explication, je pense que ce serait sympa. Un peu de communication. Et je rajoute aussi, ça m'inquiète un petit peu parce que j'ai vu le manque de communication, notamment avec Wonder Woman 84, qui est apparu en précommande en Blu-ray. Voilà, comme ça, des gens sur la Fnac, vous découvrez que Wonder Woman ne sort pas au cinéma et qu'il sort en Blu-ray. Voilà, même pas un tweet, rien. Voilà ce qu'on peut dire. C'est vrai que il y a eu ce tweet hier, ou en tout cas cette annonce d'une source peu fiable de jeuxvideo.com qui nous dit dans les faits que en France, ils aimeraient faire une sortie ciné. Et que c'est pour ça que pour le moment on n'a pas d'annonce sur le streaming, parce que s'il y a sortie ciné, il y a chronologie des médias, il y a etc. Tout un tas de choses qui rentrent en ligne de compte. Alors évidemment on ne sait pas trop, on aimerait bien savoir nous d'où ils la tiennent cette info, jeuxvideo.com. Alors, ça pourrait se tenir. Mais dans les faits c'est pas complètement dans le sens. C'est ça. Alors en fait le problème c'est que les ciné ils sont fermés pour l'instant. Après le 22 avril, c'est une date un petit peu, qui est encore, on est à 2 mois, presque encore de cette date-là. Est-ce qu'il y a vraiment des gens qui, voulant sortir le film au ciné, sont optimistes au fait que le 22 avril, les cinémas pourraient être réouverts? Quand on connaît la stratégie qu'ont habituellement, et dernièrement nous ont montré en France avec Wonder Woman 84 Warner, c'est pas complètement pété comme idée. Faut dire que Tenet a apporté du monde cet été dans les salles. Oui, exactement. Donc
il y a une chose à souligner, il faut savoir que les studios ont beaucoup sous-estimé la demande internationale de ce film. C'est assez aberrant hein, quand on voit que ça fait quand même 3 ans que le combat pour ce film est international. Il n'est pas localisé que aux States, même s'il doit peut-être y avoir une majorité parce que ça vient de là-bas. Mais voilà, ça a été dit, hein, ils ont sous-estimé. Et aujourd'hui, alors c'est quoi, c'est il y a 3-4 jours, là, le tweet de Zach, tu le lis, le film sera dispo le 18 mars dans le monde entier, sauf au Japon, en Chine et en France. J'ai envie de dire, en Chine, ça m'étonne pas. En Chine, ils sortent déjà un nombre de films très limité internationaux par an. Au Japon, pour y avoir passé quelques temps, les films, ils les ont toujours 6 mois après les autres. Mais en France, en France, des fois, on les a avant eux, des fois. Ouais. Donc, souvent, là, y a quelque chose ne serait-ce que 2 jours avant, parce que ça sort le mercredi chez nous et le vendredi chez eux. Mais là, voilà, ils ont sous-estimé. Il faut savoir que Zach a fait un tour de magie, mais ça n'a pas été facile. En tout cas, c'est ce qu'il a dit lui-même au compte RT Snyder Cut. Il a précisé que ça a été dur de le faire. Il est heureux d'avoir réussi à le faire. Et il faut, pour maintenant voir les choses avec optimisme, se dire et ne pas oublier que non seulement le compte RT Snyder Cut est sur le coup, je n'ai aucun doute sur le fait que Zach est sur le coup lui-même parce qu'il ne veut pas laisser ses fans. Il est très bien conscient que ses fans sont partout dans le monde. En plus, il y a un gros enjeu, il y a l'enjeu du téléchargement, il y a plein de choses. Il est au courant de tout ça, hein, il est dans l'industrie depuis longtemps. Donc, dans son tweet, quand il a parlé du Japon, de la Chine et de la France, il a écrit TBD, to be defined, à définir. Nos dates sont à définir. Il n'a pas pris en compte le fait qu'il y avait une date au 22 avril pour la France. Donc, tout n'est pas mort. C'est la raison pour laquelle là, il va falloir continuer de faire du hashtag. Pourquoi ? Parce que dans le même message où il a dit que c'était dur, RT Snyder Cut lui a demandé est-ce que la pression des fans a été utile ? Et il a répondu oui. Donc il faut vraiment montrer qu'on existe sur les réseaux sociaux là, parce que leur histoire du 22 avril, c'est génial pour se faire spoiler le film par toute la Terre en fait. Ouais, et en plus, ce que j'ai apprécié moi, c'est dans les commentaires, en réponse à DC Comics France, j'ai vu beaucoup de Français dire bah non, c'est une connerie, 22 avril, se prendre un mois, tout le monde va, beaucoup de gens vont le télécharger, et voilà, il faut voir l'exemple de Wonder Woman 84, à repousser, pas informer les gens. Ceux que ça intéresse, ils le téléchargent, et puis ceux que ça intéresse pas, ils le regardent pas. Et puis voilà, et je serais curieux de savoir combien Wonder Woman 84 va rapporter en France avec cette sortie sans annonce, sans rien. Sans pub en plus, hein. Pour le moment, sans il n'y a pas de promo. Zéro pub, et puis je sais pas, Warner Bros pourrait très bien faire un tweet, Warner Bros France, voilà, ça sort, on a décidé, à cause du contexte sanitaire actuel, de ne pas sortir le film au cinéma, donc on le propose en Blu-ray, on va le proposer en VOD. Avec Tenet, ils ont vachement communiqué pour la sortie, j'ai trouvé en VOD, en Blu-ray, il y a eu beaucoup de pubs, notamment à la télé, donc je sais pas, je pense qu'ils vont le faire, c'est peut-être un peu tôt, parce qu'on est en février et que le film sort en avril, mais... un tweet, ça ne coûte rien en fait. Oui, au lieu de tweeter sur des sujets où il y a 4 likes là, sur à chaque fois qu'ils postent un truc, ou un arbre faites-vous une pub positive. Les super-héros, de toute façon, que les gens aiment ou pas, que les gens soient en mode les films d'auteur c'est mieux, les super-héros c'est con. Bah si vous voulez, mais en tout cas, ça va créer de la visibilité pour eux et pour ce projet. Donc ce serait vraiment bête de pas le faire, hein, franchement. Et puis qu'on nous explique par exemple, si c'est pas possible de l'avoir le 18 mars, qu'on nous explique pourquoi. Qu'on nous dise, écoutez, nous l'objectif, c'est de favoriser les salles de cinéma, on est en France, on veut. Et on attend, on joue la montre pour pouvoir le proposer au cinéma. Même si nous, on pense que c'est pas la bonne stratégie. En tout cas, moi, personnellement, je pense qu'il serait plus judicieux de le proposer le 18 mars, comme partout dans le monde. Voilà. Pour éviter les téléchargements illégaux. Ce serait au moins de nous dire, voilà, nous, ce qu'on voudrait, c'est on temporise un petit peu parce qu'on veut le sortir au cinéma. Bon, là, d'accord, il y a une discussion, il y a une réponse, on nous explique pourquoi. Mais là, on est dans un espèce de flou, surtout après l'annonce de Zack Snyder, où on se retrouve avec 3 pays dans le monde, dont nous. Et puis, je vous dis, on a nos voisins italiens, espagnols, qui vont voir le film le 18 mars. Pourquoi, nous, la France, on ne l'aurait pas le 18 mars? C'est juste une réponse. Il ne faut pas perdre espoir quand même. On a vu hier, et notamment ces derniers jours, depuis qu'il y a eu cette annonce, comme quoi la France, la Chine et le Japon étaient les seuls pour le moment à ne pas avoir la sortie en simultané. On a vu le RT Snyder Cut qui nous a dit que c'est pas fini. Hein. Il y a un combat à venir. D'ailleurs, encore une fois, comme on l'a dit lors du dernier podcast, plus on est sur Twitter, surtout là, vraiment les Français aujourd'hui, on parle vraiment des Français. Clairement. Ouais. Plus on va être à demander, plus on va leur montrer
qu'on n'accepte pas cette sortie qui est stratégiquement, en effet, comme tu dis, Jim, n'a aucun sens, plus on a de chances que ça avance. Mais ils nous lâchent pas, et ça fait toujours plaisir. Ouais. C'est que là où ils pourraient se dire, bon, écoutez, voilà, c'est que 3 pays à la limite, bon, c'est pas grave, on va gagner quand même. Dire, non, tant qu'on ne sera pas tous à voir ce film en même temps, ils n'arrêteront pas de se battre. Donc ça, c'est... Non, là, c'est clairement un appel aux fans que je fais, que l'on fait. Faut y aller là. Là, faut venir sur le Twitter. Parce que d'habitude, on dit ça pour le film. Non, mais là, c'est pour la France. Donc, j'ai pris plaisir à proposer à tout le monde de mettre un petit drapeau à côté de son prénom. Tout le monde le fait, mais c'est génial. On peut tous se retrouver facilement. La bannière bleu, blanc, rouge. Et en plus de ça, par rapport à ce que vous étiez en train de dire sur Artist Snyder Cut qui ne nous lâche pas, ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a encore quelques jours, il n'y a même pas une semaine, Zack Snyder n'avait pas encore tweeté, on ne savait pas qu'il y aurait une sortie internationale au 18 mars, et il y avait encore plein de pays dans l'attente. L'Amérique du Sud. L'Amérique du Sud pour le mois de juin. Gros marché de l'Amérique du Sud. L'un des plus gros marchés DC Comics. L'un des plus gros marchés. On s'en rend pas compte, on croit que c'est nous ou quoi. Non, tu vas en Amérique du Sud, ils sont... bon bref, les Brésiliens, au Brésil, c'est un fou. Et du coup, en fait, Artist Snyder Cut, il y a 2 semaines, peut-être une semaine, 2 semaines, je me rappelle d'un tweet où il disait si vous n'avez pas vu votre nom dans la liste, calmez-vous, il y a encore beaucoup de temps pour que ça arrive, on est sur le coup. Et du coup, beaucoup de gens étaient quand même dans le doute, machin, tout ça, parce qu'on est tous assez impatients, on veut voir son petit pays être annoncé. Et finalement, moi je suis impressionné du raz-de-marée là. D'un coup, un tweet, allez hop, c'est pour tout le monde. Je dis ok, Lazarek il a géré de fou. Donc il faut se montrer. Je pense qu'il y a l'effet trailer aussi. Oui. Ah bah oui. L'effet trailer, clairement, apparemment, si j'ai bien compris, même eux ne pensaient pas faire ces nombres de vues. Bah, le tweet de Jason. Ouais, c'est vraiment, je pense que là, ils se sont dit, bon, les gars, et puis bon, on va peut-être en parler un petit peu après. On sait qu'il y a des différends avec les gens qui sont en place chez Warner Bros. D'ailleurs, le compte Warner Bros n'a pas partagé la bande-annonce. Hein. Donc, même sans le partage de la chaîne Warner Bros, on a quand même un gros succès au niveau du trailer. Et je pense que ça a joué. Ce qui est impressionnant, c'est que tu as Jason Kilar, qui est CEO de Warner Media, si je ne dis pas de bêtises. C'est ça. Qui, lui, a tweeté 24 heures avant la sortie du trailer qu'on allait tous adorer le trailer et qu'il était vraiment impatient de voir. Il trouvait que la réponse à ce trailer allait être très intéressante. Elle a été plus qu'intéressante parce qu'on est sur actuellement 18 millions de vues sur le trailer sur HBO Max, sachant qu'HBO Max, sur son compte YouTube, n'ont que 500 000 followers à peu près. Ouais. Là où tu as 12 millions de followers chez Warner Bros. Et leur trailer Mortal Kombat, là, il stagne à 1,5 million de vues. Je ne sais pas si les gens se rendent compte du ratio de la demande. Et après, c'est relayé partout. Si je peux rajouter aussi, là, c'est uniquement sur le compte HBO Max. Et j'ai vu quelqu'un partager ça. Si on s'amuse un petit peu à cumuler les vues sur Twitter, sur Facebook et sur les différentes chaînes YouTube, notamment des pages comme IGN qui partagent également le trailer, on était, il y a 2-3 jours, entre 50 et 60 millions. Ouais. Ah ouais, moi la dernière fois que j'ai vu une mise à jour, on était à 35 millions. Non, là on est entre 50 et 60. Donc, ça monte beaucoup et c'est intéressant ce que tu dis, Jim, parce que en effet, là où si une chaîne comme Warner directement diffuse un trailer, tout le monde va aller le regarder sur la chaîne officielle. Par contre, comme là, Warner n'a pas diffusé et que c'est seulement la chaîne HBO Max qui a diffusé le trailer, mais il faut prendre en compte non pas seulement les vues qui sont sur cette chaîne-là, mais sur toutes les chaînes auxquelles les gens sont abonnés et regardent leur bande-annonce de manière habituelle. Donc là, les chiffres sont trompeurs. Il faut bien prendre l'ensemble de ce qui a été diffusé sur toutes les chaînes pour comprendre un peu l'ampleur du phénomène. En fait, les chiffres là, ils ne sont pas complets et pourtant, c'est balèze. C'est-à-dire que si Warner Bros. L'avait partagé, ça aurait été... j'ai fait un tweet comme ça qui a énervé beaucoup de monde, mais bon, bref, j'aime bien. Mais voilà, c'est ce que je disais. Ils n'ont même pas partagé alors que c'est un film où il y a leur logo dessus. S'ils l'avaient fait, moi je me rappelle la sortie du trailer de BVS, le tout premier trailer, pas le teaser, le trailer de 3 minutes 30 qui commençait avec la sénatrice, qui est juste magnifique en termes de montage. Dans sa première semaine, il était parti à 50 millions de vues et aujourd'hui il est à 75 millions uniquement sur le compte Warner Bros. Voilà. Comment ne pas vouloir promouvoir un mastodonte comme ça qui t'appartient? Comment Je suis entrepreneur. Ils ont fait pire que ça, Sofiane. Sauf ils ont fait pire que ne pas promouvoir le film.
ils ont foutu le trailer de Godzilla vs Kong. Ah ouais, ça c'est honteux. Pour essayer de casser l'énergie qu'il y avait sur le trailer. C'est nul. Personne l'a vu. C'est nul, ben oui, mais c'est ridicule et ça montre bien, ça met bien en évidence. Il n'y a plus de pseudo théorie du complot là. Ça montre la volonté de certains dirigeants de chez Warner pour que le film ne marche pas. Et c'est clairement. Mais bon là, ça va. Mais ça marchera pas. Leur stratégie, oui, c'est nul. Ça marchera pas. C'est nul. Ça y est, c'est trop tard. C'est ce qu'on a. Moi, j'appelle ça un too big to fail. Ouais. Ça y est. C'est fini. Tu peux plus rien faire. Tu peux dire ce que tu veux. Là, on a aussi. Alors ça, c'était peut-être un troll, c'était peut-être juste une blague, mais parce que Warner Bros UK et je crois Warner Bros Italie, leur Twitter ont retweeté la bande-annonce. Hein. Mais ils ont juste retweeté. Ils n'ont pas cité Irlande aussi. Mais en fait, à UK, je crois que c'était juste avant la sortie du trailer. Ils ont posté une photo de Henry Cavill dans les studios avec je crois derrière lui il y avait des logos, Man of Steel, machin truc, des bandes dessinées, des bouquins, des DVD, avec sa moustache. Et ils ont dit quel est le meilleur film, Man of Steel ou Justice League. Évidemment, quand on dit Justice League, on parle pas de Zack Snyder, Justice League. Mais pourquoi vous faites ça en fait? Alors que tout le monde était dans l'effervescence de regarder le compte à rebours pour le prochain trailer. C'est vraiment. Donc pour parler très brièvement, voilà les deux grands noms à savoir, on va pas s'étaler là-dessus, mais les deux grands noms. De toute façon, on va en reparler après dans l'histoire du cut, mais actuellement Toby Emmerich, le PDG de Warner Bros, et Walter Amada, qui est le président de DC Films, qui sont vraiment des personnes qui ne veulent pas que ce film réussisse, parce que moi je pense. Alors Walter, il est arrivé après Kevin Tsuchiara, donc il est à moitié concerné. Mais lui, déjà, il défend Jeff Jones et Joss Whedon, donc c'est assez particulier. Surtout Jeff Jones. Pardon ? Il défend ses copains, c'est ça le problème, c'est que lui, il défend ses copains aussi. Et Toby Emmerich, je pense, honnêtement, je ne suis pas du genre à souhaiter du mal aux gens, aux autres, mais je pense qu'en fait, il y a peut-être un risque pour lui de carrière, en fait. C'est-à-dire que quand le film va cartonner, t'as le grand patron au-dessus, Warner Media ou AT&T, qui va lui passer un coup de fil. Tu sais, les mecs comme les méchants, comme le gars qui est dans Prison Break, là, on voyait jamais son visage, on le voyait que au téléphone. Il va l'appeler, il va lui dire, mec, tu sais ce que t'as fait en 2016, là. Maintenant, tu prends tes valises et tu t'en vas. Donc, c'est possible. Peut-être que c'est ça qui fait qu'il a tant envie que ça ne marche pas, en fait. C'est complètement ça. Là, clairement, on est sur une personne qui défend sa position, sa carrière. C'est quelqu'un qui a peur aujourd'hui de voir que si le film pour lequel il a tellement essayé de lui barrer la route finit par être un succès, ça veut dire que il a mal fait son boulot. Et donc, du coup, la question par contre, c'est pourquoi est-ce que il a été conforté dans son rôle il n'y a pas longtemps, et ça c'est toujours une question qu'on se pose, c'est pourquoi dans cette situation est-ce que Toby Emmerich a été conforté dans sa position? Moi j'ai peut-être une théorie là-dessus, après je sais pas si c'est on va dire que quand on met dans les sociétés comme ça, quand on met des gens en avant, c'est plus facile de s'en séparer après. Ouais. En fait, on les met dans des positions où ils ont tellement de pouvoir que c'est plus facile de mettre en avant leur incompétence. Alors après, bon, ça reste une théorie. Oui. Moi, je suis intrigué de voir jusqu'à quand donc Jason Kilar et Warner Media vont rester un peu comme ça, statiques, sans trop rien dire. On a eu quand même niveau représentation du studio avec l'affaire Ray Fisher, c'était très très mauvais. Le timing des articles, très très mauvais aussi. L'annonce de Ben Affleck en retour dans Batman, en Batman dans Flash, qui tombe 3 heures après un tweet de Ray Fisher, alors qu'il y avait la DC Fandom une semaine après, je crois. Donc, jusqu'à quand Warner Media va laisser faire? Est-ce qu'ils attendent la sortie de Zack Snyder Justice League? C'est possible. Et puis pour mettre Toby Emmerich là devant le fait accompli, lui dire voilà, pourquoi t'as fait ça? Peut-être que c'est ça, mais j'attends de voir vraiment qu'est-ce qui va se passer, parce que honnêtement, moi qui suis sur Twitter régulièrement pour avoir les infos, pour voir ce qui se passe, cette guéguerre, c'est fatigant, quoi. Il travaille pour le studio, c'est un film du studio, tu vends le film, tu défends le film. On a l'impression que toutes les décisions qui sont prises, c'est des décisions anti-Snyder et pas des décisions créatives. Non, mais c'est sûr. Ah non. Et ça, ça devient franchement lourd, et j'ai hâte que Warner Media fasse un peu de nettoyage, parce que honnêtement, je préfère
1000 fois plus la communication que Jason Kilar. Il est beaucoup plus doué pour ça. Mais j'attends de voir comment ils vont gérer l'affaire Hamada, Ray Fisher. Et puis on a quand même un Ray Fisher qui a été supprimé du film Flash. C'est quand même grave. C'est grave. Il a dénoncé des choses qui ont été confirmées vraies par le biais d'une enquête. Il a même dû, lui, se battre pour que l'enquête soit pas une enquête interne, mais une enquête faite par Warner Media. Et donc là, il a quand même été viré du film pour ça, quoi. Enfin, je veux dire, et puis parce qu'il dénonce des abus. Donc j'ai hâte de voir comment ça va se goupiller dans les prochaines semaines et ce qui va se passer. Et clairement, je pense que si on veut plus de films du Snyderverse, comme on dit, il faudrait que Toby Emmerich et peut-être éventuellement Walter Hamada soient peut-être plus là. Je pense aussi. Après, Jason Kilar, ça reste quand même un businessman, c'est-à-dire que pour le moment, il a montré qu'il nous soutenait. Je pense qu'il attend vraiment de voir ce qui se passe sur le film avant de prendre des décisions quand même, parce qu'il n'a pas non plus envie de se planter lui aussi. Donc, mais il y a, voilà, à mon avis, il y a plein de choses, que ce soit au niveau des films ou au niveau des décisions hiérarchiques, qui sont déjà plus ou moins prêtes et qui n'attendent que la sortie du film pour se mettre en place et s'exécuter. J'espère. Ouais, je pense oui. aussi. Après, chez Warner, il y a un nom qu'on oublie beaucoup aussi, c'est celui de Hans Sarnoff, qui pendant un moment était l'espoir, hein, fin 2018, début 2019, c'était l'espoir du... C'est ça. Il y a une campagne de lettres pour elle. Ouais. Les lettres qu'on a envoyées à Hans Sarnoff. Il ne faut pas oublier que Anne, il n'y a pas longtemps, elle a fait un tweet où elle félicitait les compétences de Walter Hamada. Donc c'est vraiment très particulier, tu vois. Elle, du coup, je ne sais pas trop si elle, on peut lui faire confiance. Donc voilà, bon, tout ça, c'est une situation très particulière. Moi, ce que je vois en fait, c'est que là, on est presque dans le prêche, mais tu as une citation de Zach où il dit, alors c'est powerful art can bring awareness, can heal and bring awareness, un truc comme ça. Qu'en gros, la puissance de l'art, ça passera toujours avant, quoi. Faudrait peut créer le changement aussi. Peut créer le changement, voilà. C'est ça, heal and, il me semble que ça. Et du coup, en fait, on est un peu là-dedans, en fait. C'est que maintenant qu'il a un film sans compromis et que le machin, il est en train de gifler tout le monde, même s'il n'est pas encore sorti, hein, mais je parle des bandes annonces, des images, et ben c'est en train de prendre le dessus sur toute cette guerre d'exec et machin, et pour faire ce qu'ils veulent. Et pourtant, je suis pas artiste dans l'âme, hein, pour ma part, hein. Mais du coup, la puissance de son art est en train de prendre le dessus sur tout ce côté business qui essaye de le casser, et ça ne marchera pas, quoi. C'est vrai que des artistes qui ont défié Pardon ? T'as le monde des puissants là qui est en train de prendre une claque un petit peu. C'est-à-dire que ils tremblent tous là. Bah, c'est ce qui est beau dans ce mouvement, et c'est ce qui fait peur à beaucoup, en fait. C'est que ce sont les fans qui ont, entre guillemets, qui ont gagné, même si certes il y a un énorme business derrière et qu'on n'est pas con. C'est très bien que HBO Max, ils font pas ça que pour faire plaisir aux fans, ils font ça pour faire de l'oseille, et pourquoi pas continuer de faire de l'oseille sur d'autres opus. Mais il y en a plein que ça emmerde, que les fans avaient raison, en fait. Non seulement on a mis en lumière les défauts d'une très grosse entreprise qui se dit être l'entreprise des auteurs, parce que c'est ça Warner Bros, un peu leur credo. C'est on est le studio des auteurs. Et mon cul, combien de fois vous avez charcuté des films comme pas possible? Alors je veux bien, un réalisateur, il est là, il te dit on va faire péter un bâtiment, il me faut 40 millions de dollars. Je veux bien que ce soit difficile de le sortir, ou qu'il faille réfléchir un peu avant, et que des fois on est obligé de dire bon, t'as peut-être un peu trop d'ambition, mon pote. Voilà, mais il y a la gestion d'un budget et des possibilités. Et il y a tu prends Zack Snyder Justice League et t'enlèves Ryan Choi, je dis pas qui il est, parce que bizarrement, je dis pas que ça a été fait pour, mais bizarrement t'enlèves Ryan Choi, t'enlèves la meuf de Flash, t'enlèves qui d'autre encore, t'enlèves la maman de Cyborg. Ça fait beaucoup de personnalités qui sont pas très blancs caucasiens. Et bizarrement, dans Justice League, qui est-ce qu'on a à la place? On a la dame, la vieille folle qui passe aux infos, on a le gardien de prison, on a le mec sur les toits de Gotham au début, et il y avait un mec qui était vachement bien, qui te comparait, tu te dis mais non seulement tu coupes, mais en plus tu prends des parties là qui sont assez très difficilement défendables. Vous voyez ce que je veux dire? C'est assez étrange, Je trouve ça un peu, c'est très particulier. Et bon, je pense qu'on peut dire sur la version cinéma clairement que
je pense qu'à aucun moment il y a eu une tentative d'en faire une réussite. C'est-à-dire qu'on nous a parlé du ton, on nous a parlé de l'histoire, que c'était trop long, etc., que ça pouvait être trop sombre. Mais je pense que le film, il a été charcuté, mais je pense que Geoff Johns et Joss Whedon, ils ont vraiment voulu faire un film de merde. Je pense que ils ont voulu, je pense, en laissant le nom, en plus le nom réalisé par Zack Snyder, ils ont vraiment essayé de... Vous voyez, Zack Snyder, ce qu'il fait, c'est nul. Je pense qu'ils sont tellement mauvais. Mais d'un autre côté, il y a leur nom aussi à eux, hein, donc... Honnêtement, je pense qu'ils ont. C'est vrai, pour moi, tu peux pas faire ça. Il est en fin de carrière pour le moment, en tout cas. Hein. Pour le moment, là, il est out de chez out. Ah, mais je pense qu'au début, les mecs, ils étaient en confiance. Je pense qu'ils se sont dit, on va prendre le pouvoir chez DC. Ils ont dit à Toby, oui, t'inquiète pas, on va changer le ton, on va faire des films, ça va être bien. Tu vas avoir la Marvel Money. Voilà, ça va bien se passer. Et je pense qu'ils ont bien saboté le film de Zack Snyder, mais je pense. Vraiment, à aucun moment, ils ont essayé de faire un bon truc. Je pense que ça a été vraiment saboté. Je suis d'accord avec toi parce que quand tu regardes, en effet, Geoff Johns, il avait son nom dessus, mais il avait des projets comme Aquaman à côté. Donc pour lui, le film de Justice League allait échouer. Certes, il a son nom dessus, mais il y a surtout, en gros, le nom de Zack Snyder. Donc ce qu'on voulait montrer, c'était que le film de Zack, ça allait pas marcher. Et en plus, je crois que le but principal, en effet, c'était avant tout non pas de partir de Justice League pour créer quelque chose de nouveau, mais plutôt de mettre fin aux ambitions d'univers de Zack. Donc ça, c'était vraiment le but, c'était de casser. Et on voit tout ce qui consistait tous les éléments du film qui consistaient à montrer qu'il y avait des suites possibles, ils ont été enlevés pour être remplacés par des choses qui, au contraire, amenaient plutôt une conclusion. Et après, eux, ils avaient confiance que de toute façon, ils avaient Shazam, ils avaient Aquaman qui sortaient derrière, et que dans leur nouvel état d'esprit Marvel, ils allaient pouvoir faire du fric, et que voilà, leur nom serait à peine tenté par le fait d'avoir fait un échec avec Justice League, mais qu'au moins Zack Snyder serait plus un obstacle dans cette optique-là. Mais je suis un peu moins d'accord pour Joss, parce que tu vois, Joss, il avait un projet de Batgirl qui, heureusement, ne lui a pas donné mon Dieu. Je sais pas si c'est vrai, ça. Je sais pas si c'est vrai. Parce que le truc, c'est que c'était un enjeu pour lui de réussir Justice League pour avoir Batman derrière, tu vois. Ouais, mais Joss Whedon, lui, il a fait quoi? Il a en gros appliqué les consignes qu'on lui a demandé sur Justice League pour pouvoir avoir justement ce projet Batgirl. Lui, techniquement, même s'il a fait de la merde sur Justice League, au final, c'est pas lui qui a décidé du type de changement qui devait être appliqué. C'était derrière Geoff Johns qui voulait devenir la nouvelle tête pensante, le nouveau Kevin Feige. Après, il a eu de la liberté quand même, parce que en fait, on lui a dit fais comme ci, fais comme ça, il l'a fait, mais on lui a aussi mis quelques bâtons dans les roues, et c'est pas plus mal pour une fois. C'est que l'ouverture du film devait être une ouverture d'humour avec Batman. C'est-à-dire que tu finis BVS avec on échappe de près à la fin du monde avec Doomsday et Superman qui se sacrifie pour ouvrir sur des blagues avec Batman, quoi. C'est chaud, mais on lui a empêché de faire ça. Donc je pense qu'il a quand même eu de la liberté, parce que quand on voit tout ce qui a été réécrit par Geoff Johns et lui, ce qui serait intéressant de savoir, mais je pense qu'on ne le saura jamais, c'est qu'est-ce que lui a écrit, qu'est-ce que Jeff a écrit. Il faut arrêter de dire que c'est que Joss, ce sont les deux. Oui, tout à fait. Mais bon. En tout cas, justement, je pense que, à part si vous avez quelque chose à dire pour conclure sur ce petit sujet, on va enchaîner sur la fameuse histoire du film. Je crois que c'est le bon moment. Là, on est un peu en train de parler justement de la façon dont il voulait arrêter Zack. C'est peut-être le moment d'expliquer pourquoi il voulait arrêter Zack. Alors, écoutez, on nous a beaucoup demandé tout ça, donc on va essayer d'être clair et assez précis, mais on va pas pouvoir donner tous les détails, sinon je pense qu'il faut un podcast de 14 heures. Mais alors déjà, faut savoir. Pardon ? Allez sur le blog. Ouais, voilà, sur le blog, j'ai écrit une série. Alors pour info, un petit fun fact, j'ai pris 8 mois à l'écrire. Donc j'ai pas écrit pendant 8 mois et après j'ai tout balancé, j'ai fait au fur et à mesure. Mais voilà, ça m'a pris 8 mois de travail. Certains épisodes m'ont pris 2 à 3 mois d'écriture. Il y a vraiment eu un taf qui a été fait. Et quand je dis qu'il y a eu un taf, c'est que les propos sont illustrés par des photos, des gifs, des mèmes, des passages vidéo. Donc vous avez vraiment un dossier complet. Donc le lien, c'est dans la description. Allez dessus, vous allez pouvoir lire. Mais là, vous allez pouvoir aussi écouter qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que c'est que cette histoire de Snyder Cut. Alors déjà, le film qui sort n'est pas une suite, pas un préquel, pas une réédition, pas quoi que ce soit. Le film qui sort actuellement en 2021 est la suite directe de Batman vs Superman, suite qui aurait dû voir le jour en 2017, mais qui n'a pas vu le jour, et on va expliquer pourquoi.
Pour expliquer pourquoi, il faut remonter à 2013, la sortie de Man of Steel. Man of Steel est un film qui a cartonné financièrement, hein, c'était un bon succès, surtout que l'essai qu'il y avait eu juste avant, c'était Superman Returns, qui avait fait à peu près 300 ou 350 millions de recettes contre 680 pour Man of Steel, donc on était vraiment sur quelque chose qui décollait bien. Mais on a un certain club de fans qui n'ont pas apprécié le fait que Superman soit réinventé dans une position plus réaliste et mature. C'est-à-dire que Superman ne peut pas sauver le monde de la destruction en tordant le cou d'un méchant qui est clairement hors de contrôle, ou s'il ne porte pas un slip rouge et qu'il ne vient pas avec un sourire à quoi fraîche en disant « Yo, comment ça va tout le monde, je vais vous sauver !» Bah, c'est pas Superman apparemment. Donc ça n'a pas plu, mais malheureusement, ça a commencé à faire un petit peu trop de bruit. Donc ensuite, on est allé sur une suite BVS, Batman vs Superman, qui sort avec 30 minutes de moins. C'est le premier coup difficile. Pourquoi ? Parce que ce sont 30 minutes qui sont vraiment indispensables à la compréhension du scénario et à la cohérence du scénario, cohérence entre les deux films. Et là, déjà, ça commence à entacher le film parce qu'il est mal compris, machin, et on a aussi une certaine volonté de beaucoup de médias à vouloir détruire ce film. La réception de BVS est catastrophique en termes de médias, mais elle est plutôt bonne financièrement, elle est plutôt bonne. On est sur 860 millions de dollars. Quelque chose comme ça, ouais. Presque 900. Presque 900, et on a une sortie Blu-ray en Ultimate Edition avec les 30 minutes supplémentaires qui changent radicalement le film, qui l'améliorent, qui le rendent plus compréhensible et plus logique dans tous les choix qui sont faits. Et en fait, cette sortie, je crois que c'est pendant 6 semaines aux States qu'il était en top vente de Blu-ray, à vérifier, 4 ou 6 semaines. Les ventes internationales, maintenant ça a changé parce qu'il y a d'autres films qui sont sortis, mais pendant de nombreuses années, on était dans le top 50 des Blu-ray les plus vendus dans le monde. Donc les ventes sont très bonnes. Et en fait, c'est là qu'on a un BVS qui commence à être plus apprécié qu'il ne l'était à sa sortie. Mais malheureusement, le mal était fait. Je sais plus, sauf si c'est pendant le podcast de l'autre fois qu'on en a parlé ou si c'était en privé, le fait qu'ils avaient annoncé la sortie en Blu-ray de l'Ultimate Edition alors que le film était encore en train de faire son run au cinéma. C'était à quel moment on a parlé de ça? On a parlé au podcast ou pas? Ouais, c'est dans le dernier podcast. Ouais. Voilà. Et que donc avant, il n'y a pas même Snyder en interview qui l'a dit avant la sortie ou dans les jours de la sortie, qui a dit qu'il y avait une version longue en fait. On a juste après, ouais, je crois. Juste après, ouais. On l'a su juste avant ou juste après, mais ça a été très très tôt. Oui. Et moi, je me rappelle que la promotion du film, elle a été très forte, peut-être même trop forte, trop agressive. Alors moi, j'ai adoré Alors, qu'on se comprenne. La promotion de ce film a été très agressive. Très agressive. On l'a vu partout. Mais pour moi, quand je dis très agressif, c'est pas péjoratif. Moi, j'ai aimé. Je voyais du BVS partout. Sur des paquets de sheets, comme sur des trailers, comme sur des posters. En plus, un mois avant la sortie du film, j'étais aux États-Unis. J'étais en Floride et en Californie. Donc, j'en ai pris plein la gueule. Je suis allé chez Six Flags, le parc d'attractions de Warner Bros. Avec des thèmes Looney Tunes et DC Comics. J'ai pris du DC dans la tronche partout, des posters et compagnie. Je suis parti en Espagne, il y avait des affiches gigantesques sur l'autoroute. Donc voilà, le truc c'est que je me rappelle que pendant que le film faisait son run au cinéma, malheureusement les médias avaient tellement cassé le film que Warner sur internet continuait de faire des promos pour encourager les gens à aller voir le film, et tu sentais un peu la détresse en fait. Et ça franchement ça me faisait mal. Moi si je peux me permettre, je trouve que au niveau de la promotion du film, elle était énorme, hein, c'est clair, mais j'ai trouvé moi que c'était vraiment ce qu'on nous a vendu et ce qui c'était pas la même chose. Oui. Et moi je pense que la première confusion avec le grand public, c'est ça. C'est-à-dire qu'on nous a vendu un affrontement, oh là là, c'est Batman et Superman qui vont se battre. On nous a vendu un affrontement physique. On nous a vendu Batman versus Superman, et moi je pense plus que c'était un affrontement idéologique et c'était plus l'aube de la justice que Batman versus Superman. Leur opposition, elle existe dans le film, bien entendu, mais on nous l'a vendu comme de la grosse baston, des explosions, de la grosse action, alors qu'en fait, mais c'est pas du tout ça, le film. Et je comprends les gens qui voulaient voir Batman et Superman se foutre sur la gueule pendant 45 minutes, et puis quand ils ont vu le film, et puis le film, comme tu le dis, avec une demi-heure en moins, bah, tu comprends pas. Et moi-même, je vous le dis, je suis là en train de parler avec vous de Justice League, mais moi, quand je suis sorti de la salle de cinéma, il y avait des scènes que j'avais adorées et puis des scènes où j'étais pas convaincu, c'était pas clair en fait. Et quand j'ai découvert au mois d'août la version longue, et puis j'avais fait quand même des recherches entre-temps pour essayer de comprendre tout ce qu'il y avait, parce qu'il y avait quand même énormément de choses déjà, et je me suis dit mais voilà,
C'est ça en fait le film. C'est pas on nous parle de version longue, mais non, c'est pas la version longue, c'est la version du réalisateur, c'est la version au cinéma qui est une version écourtée. Et en plus, il y a des scènes qui sont mises avant, après, des scènes qui sont mélangées, on comprend rien. Moi, je suis désolé, la version cinéma, pourquoi ils n'ont pas sorti ça ? J'ai souvent dit aux gens qui disent regardez la version longue, je m'en fous. Je leur dis non, mais il n'y a pas la version longue. T'as la vraie version et la version charcutée, c'est très différent. Exactement. Pour revenir un petit peu, c'est marrant parce qu'en fait, quand on y réfléchit aujourd'hui, on se rend compte que ce qui est arrivé sur BVS, c'est un petit peu une version minimisée de ce qui est arrivé sur Justice League. Ouais, c'est l'aube de l'injustice. C'est l'aube de l'injustice, exactement, bravo. On a commencé à essayer d'abord, on a un studio qui a commencé à essayer d'intervenir sur le film et d'appliquer des changements pour essayer d'aller dans une direction qu'il voulait. Notamment, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais cette histoire des 30 minutes qui ont été enlevées, c'est une décision qui a été prise vraiment pas loin de la sortie du film. On a dit à Zack, il faut que tu enlèves 30 minutes. Et qu'est-ce qu'on lui a dit aussi ? Je crois que c'était Kevin Tsujihara à l'époque, qui a dit, parce que eux étaient très convaincus du Batman, pour le coup, d'après ce que je me souviens, ils lui ont dit, par contre, vu la réception de Superman la dernière fois dans Man of Steel, où tout le monde n'était pas forcément super content, tu nous enlèves surtout du Superman, quoi. Tu laisses Batman, hein, on veut voir tout ce que tu as mis de Batman, mais tout ce qui consiste à développer le personnage de Superman, ça on s'en fout un peu. Donc il y avait vraiment cette impression, quand j'ai vu BVS au ciné, de me dire, je comprends les motivations de Batman, en gros, dans ce film, mais par contre, pourquoi Superman, à un moment, là, il va se foutre devant Batman avec, tu sais, quand il est il manque le point de vue de Superman, clairement. Il ne comprenait pas pourquoi il est contre lui, en fait. Alors, moi, ce que tu dis, je ne le savais pas, mais c'est hyper cohérent parce que quand tu regardes la version longue, c'est beaucoup de développement autour de Superman et Clark Kent. Et on voit vraiment le Clark Kent qui enquête, le journaliste, on voit le Superman qui est le journaliste qui défend son point de vue, l'enquête autour de Superman et Lex Luthor, enfin, c'est tout qui est. Donc c'est vrai que c'est assez... Les 30 minutes qu'ils ont rajouté, c'est ça, c'est le développement de Superman. Donc qui était absolument présent dans la version ciné. Donc là, c'était déjà les premières misères de Warner qui essayaient de charcuter tout. Et à savoir, alors excuse-moi Jim, j'en ai pour 2 secondes. Vas-y. À savoir que en plus de ça, il y a aussi une motivation à faire plus de chiffres et plus d'entrées parce que quand tu coupes une demi-heure, tu fais une projection de plus dans la journée en fait. Tout à fait. Oui, bien sûr, évidemment. C'était ça la raison principale pour laquelle ils voulaient enlever du temps. Mais ils ne voulaient pas enlever de Batman, pour le coup. Ils voulaient, parce que voilà, Batman est populaire, puis Superman, il est... Alors, d'un côté, tu as ceux qui ne veulent pas se séparer de leur Superman 78, là, et de l'autre côté, tu as ceux qui n'acceptent pas qu'il évolue non plus. Donc, c'est un personnage qui est un peu piégé, et qui voilà, tu as l'impression qu'on lui tire un peu les couilles des deux côtés, et au final, on ne laisse pas un réalisateur comme Zack qui a des super idées sur le personnage s'exprimer. Pourquoi ? Parce que certains sont coincés dans le passé et d'autres ne veulent pas avancer. Donc, je vais rebondir sur ce que tu dis, c'est intéressant. Il faut rappeler quand même, c'est dans le bouquin qui est juste là, la genèse de Man of Steel. Il faut rappeler quand même que c'est Nolan, à la demande de Warner, qui a géré le projet Man of Steel et qui a demandé à Zack Snyder et Deborah Snyder s'ils voulaient produire le film et s'ils voulaient réaliser le film. Donc ça, il faut vraiment comprendre que à la base, c'était la volonté de Warner d'utiliser le principe donc du Batman de Nolan et de se dire c'est cool, ça marche. Pourquoi on ferait pas ça avec Superman, une mise à jour moderne de Superman? Et je pense qu'ils se sont pris un peu dans la gueule, comme tu dis, les fans du Superman de 78. On a l'impression que Superman est enfermé dans un espèce de cliché avec son beau slip rouge et son sourire. Et pour moi, c'est un personnage, et même pour moi avant que je découvre ces films, c'était un personnage vachement enfermé dans cette caricature-là. Et c'est vrai qu'à partir du moment où tu prends Zack Snyder, si tu prends un mec comme Zack Snyder, c'est pas pour faire de la soupe, c'est pour faire des trucs qui bousculent un peu les gens, qui vont un peu venir... il va y avoir une différence entre ce que tu attends et ce qu'on va te montrer. C'est aussi ça l'intérêt de Zack Snyder, et je pense que si Nolan l'a pris, c'est parce qu'il a vu ça en lui, et je pense que Warner à la base était vachement confiant, il pensait pas se prendre ce retour de bâton de l'évolution de Superman ou du changement de Superman ou voilà le Superman moderne. Je pense qu'ils se sont pris un peu le truc oh non il sourit pas assez, il y a trop de destruction, enfin c'est nul, on s'en fout, c'est pas ça le fond de l'histoire. C'est ce qu'on veut voir, c'est son point de vue, ce qu'il ressent, comment il s'adapte, voilà. Et ce que je trouve moi intéressant avec le Superman de Snyder, c'est que
il y a un truc vachement comme Bélien, c'est nous en fait. C'est comment on évolue dans notre monde, comment on influe sur le monde et comment en prenant les bonnes décisions ou les mauvaises, les répercussions, les conséquences. Et c'est ça que je trouve vachement intéressant. Et je trouve que voilà, ils auraient dû être plus en soutien. Et là où on peut voir la mauvaise gestion des patrons de Warner, c'est qu'ils n'ont pas vu venir le gain d'appréciation de Batman vs Superman en version longue et avec le temps en fait. Je pense que un dirigeant de studio de cinéma, quand il est bon, il sait voir ces choses-là. Bien sûr. Alors, ce film-là, il s'est fait critiquer, mais je pense que les gens, il leur faut du temps pour comprendre. Il y a eu une surréaction, ils ont voulu tout casser. Et limite le mois suivant, il fallait tout casser, quoi. Il fallait tout détruire, tout mettre à la poubelle. Et ils ont pas du tout, ils étaient un peu comme avec des œillères. Ils ont pas du tout ils ont pas vu voir le fait que le film allait gagner en appréciation avec le temps et qu'il y allait avoir une base de fans qui allait grossir. Et ça, je pense que c'est une terrible erreur. Et on le voit encore. Je vois les réactions avec le nouveau look de Steppenwolf dans le Justice League, la tenue noire de Superman. Les gens, ils adorent. Et ça, c'est l'un des premiers trucs qu'ils ont charcuté avec Justice League. Et en fait, c'est une erreur. Tout ce que tu dis me fait penser à une citation que j'adore de Steve Jobs qui dit que Steve Jobs disait: la plupart des gens ne savent pas ce qu'ils veulent jusqu'à ce que vous le leur montriez. J'adore cette punchline. Moi, c'est tout à fait ça avec le Superman de Snyder. Et même sur Batman. Quand j'ai vu ce film, après, il m'a fallu du temps, je me suis dit, en fait, c'est ça que je veux voir. J'aimais bien Batman et Superman, mais dans un niveau assez superficiel. On va dire, ouais, c'est cool, ils font des trucs sympas, c'est chouette, il y a de l'action, machin. Et en fait, il m'a montré, il me dit, regarde, tu vois ces personnages-là, ils peuvent t'apporter quelque chose, ils peuvent aller beaucoup plus loin que ce que tu imagines. Et c'est pour ça que j'adore, parce que quand je regarde, je sais que je vais découvrir des choses, je sais que ça va être intéressant. Et ça, je pense que la Warner, eux, ce qu'ils veulent, c'est faire de l'argent, que les parents aillent voir avec leurs gosses les films. Mais non, en fait, si tu prends Snyder, c'est pas ça qui va se passer. Non. Non, c'est que d'un côté, tu as le studio Warner qui voit que les films Marvel à côté, qui sont grand public, que tu peux aller voir avec tes gosses et tout, font beaucoup de fric. Donc forcément, ça les intéresse d'avoir la même chose de leur côté. Et de l'autre côté, tu prends un réalisateur comme Snyder, tu sais qu'il va pas faire ça. Lui, ce qu'il fait, c'est il crée une mythologie autour de ses personnages. Voilà. Il y a une iconographie, il y a une réflexion visuelle, il y a une réflexion. Et en fait, moi, j'aurais rien eu contre le fait que Warner décide de faire un univers de ce type-là s'il l'avait fait dès le début. Mais à partir du moment où tu commences un univers avec Zack et que tu rentres dans ce genre d'optique, tu peux pas tu peux pas juste faire un 180 degrés comme ça et penser que tu vas faire quelque chose de cohérent. Je vais rebondir sur ce que tu dis parce que on en vient un peu. Moi, je raconte mon point de vue. C'est-à-dire qu'à la base, je connaissais Man of Steel, mais j'aimais bien. Mais voilà, je le regardais pas régulièrement. Juste, j'aimais bien. Je trouvais ça cool. Et puis, quand j'ai vu, je sais plus ce que je voulais dire. C'est embêtant. Ça arrive. Ah ouais, je suis parti trop loin. En fait, ça me fait trop. Non, mais ça m'arrive souvent. T'inquiète, regarde de l'autre côté. Si ça revient, tu me le dis. Tu voulais enchaîner, Stéphane, parce que le temps il tourne, il va falloir qu'on enchaîne. Je voulais dire, peut-être pour l'aider un poil, peut-être que tu voulais dire, parce que c'est aussi mon cas, Man of Steel, au final, c'était peut-être pas un film où Snyder s'est lancé à 100% dans son style. Il a quand même pris un tout petit peu de. Il a quand même fait un peu attention parce que c'était aussi son premier projet dans cet univers. Mais à partir du moment où dans BVS, il s'est lancé à 100%, c'est là, moi aussi, en tout cas, c'est pour ça que c'est ma préférence vers BVS, alors que pourtant je suis un grand fan de Superman, même avant Snyder, c'est là que vraiment tout ce côté mythologique, toute cette réflexion rentre en jeu, et c'est là qu'on est devenu des fans hardcore, quoi. Ce qui est marrant, c'est qu'on a tous un point de vue différent, parce que moi, avant Man of Steel, Superman, j'en avais rien à taper. J'ai grandi plutôt avec Batman, mais même Batman, Batman, c'est Nolan qui m'a réveillé, et en retard en plus. Gros blasphème, hein, j'ai vu The Dark Knight à New York, j'ai dormi. Bon, c'est pas parce que c'était nul, c'est parce que j'étais crevé. Quand tu visites New York pour la première fois, tu marches énormément. Le soir, grosse séance, je crois, même en IMAX.
à Times Square, cinéma sur je sais pas combien d'étages, vue sur New York et tout. Je vois le Joker, l'introduction avec tous les Jokers sur le toit de Gotham. Et allez hop, salut. Mais bon bref, je me rappelle de certains moments. Mais bon bref, j'ai connu en retard et j'ai été fan en retard, pardon. Donc moi j'ai grandi avec plein d'autres choses et du coup Man of Steel m'a giflé à tout jamais quoi. Quand j'ai vu Man of Steel pour la première fois, déjà avant même d'aller le voir, je commençais à péter les plombs sur le trailer, notamment un trailer qui était un trailer pour la pub d'un téléphone Nokia. Vous tapez Nokia trailer Man of Steel sur YouTube, qui était monté avec la musique arcade, trailer très explosif. J'écoutais la musique en voiture, j'avais pas vu le film encore, j'étais déjà comme un fou quoi. Et alors le film moi, je suis sorti de la salle et je me suis dit, s'il y a un mec, et ça je me le suis dit même pendant le combat de Faora contre les militaires à Smallville, quand elle est l'éclat des militaires, je me suis dit, s'il y a un mec qui peut faire Dragon Ball Z, c'est lui. Ah ouais. Mais franchement, c'est inspiré de ça, hein. Même Jay Oliva l'a dit, pour les storyboards des scènes de combat de Man of Steel, il y a un côté anime japonaise et notamment Dragon Ball Z. Clairement, c'est il y a un autre manga aussi, j'ai oublié le nom, ouais. Il a partagé il y a pas longtemps, je l'avais vu. Clairement. Basique, mais il y avait des scènes qui ressemblaient énormément au combat contre Zod à la fin. Ah, c'est tout à fait ça. Ouais. C'est vrai que les combats, notamment dans Man of Steel, sont vraiment chorégraphiés un petit peu dans. Ouais. C'est stylé. Dans ce style. Mais ce que tu dis, c'est intéressant c'est clairement du Dragon Ball, hein, ouais. Mais c'est marrant ce que tu dis parce que, et je sais pas James si c'est la même chose pour toi, puisque tu dis que c'était pas forcément un personnage qui t'intéressait plus que ça aussi non plus avant Man of Steel. C'est que, en fait, je crois qu'aujourd'hui, même parmi la fandom, on va dire, t'as des gens qui font vraiment la distinction entre deux Superman. Il y a celui de Christopher Reeve de 78 et il y a celui de Zack Snyder. Alors, il y en a qui aiment l'un, il y en a qui aiment l'autre. Ouais. Mais moi, en tant que fan de Superman depuis longtemps déjà, pour moi, ça fait longtemps que d'autres types de Superman existaient. T'as toutes les séries animées de Bruce Timm, que ce soit la série animée Superman ou les séries animées Justice League, dans lequel, pour moi, Superman ressemble beaucoup plus à ce que Zack a fait que le Superman de Donner et de Je trouve que chez Bruce Timm, on a un équilibre entre l'époque Christopher Reeves et le Zack Snyder. On a un équilibre entre les deux. Tu as à la fois ce optimiste et en même temps, tu as ce côté un peu plus. Il se prend au sérieux. Il se prend au sérieux aussi. Il ne fait pas le con. Contrairement à certains comics, enfin moi personnellement, c'est juste pas possible quoi. Ou bien certaines séries ou quoi. Et moi, je trouve dommage, moi, de mettre en opposition en permanence. J'ai clairement une préférence pour le Superman de Snyder, mais je trouve dommage de mettre en opposition le Superman de Christopher Reeves et le Superman de Snyder. On est sur un Superman de Christopher Reeves, et puis je trouve qu'il y a quand même dans les films où il traverse des fois aussi des moments pas faciles. Donc mais ça c'est l'effet Twitter, Internet quand même. On a les deux points de vue qui sont ancrés dans leur position, alors qu'en fait c'est pas tellement déconnant. Et le Superman qu'on connaît de Snyder, il n'est pas encore dans cette position pour être en totale confiance. Il n'a pas totalement. D'ailleurs, c'est justement ce que raconte Snyder en fait. C'est comment Superman devient le Superman qu'on connaît. Bien sûr. Oui, il l'a dit. Pour ça, on les met en opposition, alors qu'en fait, c'est même pas terminé. C'est pas terminé, c'est pas fini. On est au milieu du bouquin. C'est juger le bouquin alors que t'es que au milieu. T'es pas. Voilà. Et, il nous montre le chemin. Voilà. Donc c'est ça qui est intéressant. Moi, j'ai rien contre le Superman de Christopher Reeve. C'était un succès. C'était le premier film de super-héros. Ça a cartonné. Bon, c'est tout. C'est comme ça. Mais je vois pas l'intérêt de le mettre en opposition à celui de Snyder. Surtout que l'histoire de Snyder n'est pas terminée. Et moi, je trouve intéressant de voir toutes ces facettes. On le voit heureux en couple avec Lois Lane, on le voit un peu torturé avec sa mère, il va chercher du réconfort, on le voit en conflit avec Batman, on le voit, il revoit son père là, quand il part dans la montagne, et il a des images de son père, mais je trouve ça super intéressant de voir toutes ces facettes. Je suis pas contre un Superman qui soit en confiance en lui, mais il faut juste laisser Snyder raconter comment développer le personnage et comment il devient un Superman qui est en accord avec lui-même et qui trouve sa place dans ce monde en fait. C'est ça qui est intéressant. Il est humain comme nous, il a besoin d'expérience pour se construire en fait, c'est tout. Voilà, c'est ça. Et justement, c'est une bonne transition parce que là, faut qu'on avance. Je te laisse juste vite fait, bien fait, Stéphane, et après, faut qu'on avance parce que ça fait déjà un bon moment qu'on est là-dessus. On fait des détours sur la fameuse histoire du Snyder Cut, donc faut qu'on y revienne. Ouais, c'est vrai. Écoute, non, je voulais juste dire qu'en effet, de toute façon, Snyder l'a dit mot pour mot. Le but, c'est de raconter cette histoire parce que c'est là que c'est intéressant dans un film de raconter une histoire. Il n'y a pas que des personnages, il y a aussi un monde, etc. à raconter. Le but, c'est de finir sur le Superman qu'on connaît.
Maintenant, je pense que le Superman qu'on connaît, pour moi, ce serait plus la version de Bruce Timm que la version de Christopher Reeve. Ouais. Parce que certes, moi aussi, je prends plaisir de temps en temps à regarder les versions de Christopher Reeve. Je pense que c'est quand même une version dépassée que j'ai pas envie de voir dans un film aujourd'hui. Pour certains aspects, le côté, pas le fait qu'il ait confiance en lui, etc. Plutôt le côté Boy Scout, facile, tu vois, le côté je ne mens jamais. On n'est plus dans les années 70, quoi. On n'est plus dans les années 70-80, on est en 2021, le monde n'est pas le même. Bien sûr. On est dans un monde beaucoup plus dur, on traverse des choses difficiles. On a envie de voir comment un personnage comme Superman traverse tout ça et arrive quand même à prendre des bonnes décisions et arrive quand même à s'en sortir. C'est ça qui est intéressant. Il ne faut pas oublier qu'un héros, s'il n'a pas de challenge, enfin moi personnellement, c'est pour ça que je suis fan de Batman, s'il n'a pas de challenge et de difficulté, ne m'intéresse pas. Le mec qui arrive, qui casse tout, qui sauve tout le monde tout facilement et ça m'intéresse pas du tout. Moi, voilà, je le redis, pourquoi je suis fan de Batman, parce que c'est juste un homme qui va avec la puissance de son esprit et de son corps. Et de ses arts martiaux et de sa manière d'enquêter. En fait, il a 10 milliards de facettes et du coup, quand il souffre physiquement ou mentalement, c'est pour de vrai en fait. Quand il se fait briser le dos par Bane, il se fait briser le dos par Bane. Et il faut qu'il revienne. Et ça, c'est dur. Et tout le monde n'en est pas capable. Et lui, il en est capable parce que lui, il est le héros. Et donc, c'est ça qui est inspirant. Donc, le mec qui arrive, si Superman n'avait aucun challenge, aucune difficulté, ça m'intéresse pas. Mais quand je vois que face à Zod, il est en galère et qu'il tremble, bah, c'est intéressant, tu vois. Enfin bref, justement, on va enchaîner pour continuer sur cette histoire de Snyder Cut, de qu'est-ce que c'est que ce film, comment c'est arrivé. Donc, il faut comprendre que, justement, développer Superman devait se faire et doit se faire, on y travaille, sur 5 films. Donc, Man of Steel, BVS, Zack Snyder's Justice League, l'autre Justice League, oubliez-le, jetez-le à la poubelle, et 2 autres, en fait, une trilogie Justice League. Donc, le Justice League qui arrive, ce n'est pas une suite ni un remake, c'est le seul et unique qui aurait dû arriver, c'est le premier d'une trilogie. Les prochains opus dépendront de son succès et on fait tout pour que ce film cartonne, même si je pense que, qu'on le veuille ou non, il va cartonner. En tout cas, financièrement. On n'est plus en 2016, donc ce qui s'est passé avec BVS, je pense que ça va être très différent. Ils auront beau essayer de le casser avec des articles et compagnie, mais dans les commentaires, ça va être clairement la guerre. Il y a de plus en plus de podcasts, de blogueurs comme moi, comme nous, et je suis loin d'être le premier. Et ça, c'est cool, on va pouvoir participer activement à la défense, si je puis dire, de ce film, parce que justement, ça, c'est quelque chose qu'il n'y avait pas eu en 2016. Pour ma part, j'étais fan et j'ai regardé l'univers se faire défoncer par tout le monde, tout seul dans mon coin. Je le défendais tant bien que mal de temps en temps, mais je prenais pas parti sur Internet. Et donc, c'est quelque chose qui manquait horriblement. De ce fait, Warner a écouté un peu la tendance et s'est dit, bon, bah, les gens n'aiment pas. Là, faut vraiment aller sur quelque chose voilà, on veut copier Marvel à fond, faut faire comme eux. Et le truc qui s'est passé, c'est que quand BVS est sorti, il faut savoir que le script de Justice League était déjà écrit, terminé. D'ailleurs, Zack vient juste de partager une vidéo de prévisualisation de la scène de combat entre Steppenwolf et les Amazones. Et là, je suis très choqué de voir que la vidéo date de 2015. Alors que dans 2015, il était encore en train de travailler sur BVS. Donc la longueur d'avance là, elle est encore plus grande que ce que l'on pensait. Ouais. Et petite précision, quand tu dis le script était terminé, on parle du script de la trilogie. Tout le script de Justice League était écrit. Il était ensuite décidé de le diviser en 3 parties pour faire 3 films. On n'a pas seulement la première partie qui était écrite. Hein. Et si je peux rajouter aussi, j'ai vu aussi dans une vidéo hier où, et même avant, il y a une certaine confusion sur Facebook en France. Les gens croient que l'arc de 5 films, c'est 5 films sur Superman. C'est faux. On a Jay Oliva qui nous l'a confirmé. Avant la sortie de Man of Steel, il lui montrait déjà des storyboards avec un Batman pour le prochain film et un Batman inspiré du Batman de The Dark Knight Returns. Donc en fait, dès le départ, on avait un arc de 5 films qui était prévu comme ça, donc à aucun moment, c'est ce que j'ai pu voir parfois, c'était une trilogie de 5 films sur Superman. Jamais c'est Warner qui a dit oui, tu vas mettre toute la ligue, il faut aller vite, machin. Non, il y avait cet arc autour de Superman et de construire cette idée de construire l'univers autour de Superman sur 5 films, ça c'est des choses qui étaient prévues. À tous les gens qui disent
que, comme tu viens de le dire, que le studio a voulu rattraper Marvel, etc. Il faut comprendre qu'à la base, quand Zack a commencé à construire son univers, c'était en effet un univers où un tronc principal, c'était l'arc Superman, mais c'était pas que des films solo Superman. C'était Superman avec, on va dire, la Justice League en supporting cast. C'était pas, on va faire un film Superman, un film Batman, un film Cyborg, un film... Oui, ça n'a jamais été question de ça. Mais il y a beaucoup de gens qui pensent que ça et qu'on a voulu rattraper, en gros, chez DC, on a voulu rattraper Marvel, alors que non, c'était juste qu'ils voulaient faire quelque chose de plus concentré et de plus... et de différent. À la manière dont... Excuse-moi. Je dis et de différent, pas forcément de différent sur ton voisin pour être sûr que ça marche. Et du coup... À la manière dont... On en a parlé plein de fois sur Twitter. Tu fais une trilogie Le Seigneur des Anneaux, tu n'as pas fait un film solo sur Aragorn où il y a une histoire à raconter. Oui, il n'y a pas un film solo Gandalf, il n'y a pas un film solo sur chaque personnage. Tu démarres, tu as tous les personnages qui sont là dès le premier film et personne n'a rien dit. Et ça, je pense qu'il faut le dire aussi, c'est la puissance de Marvel, la puissance marketing de Marvel, d'avoir réussi à faire croire au grand public et même à l'industrie que eux, c'était le modèle pour faire les films de super-héros. C'est comme ça qu'il fallait faire, un film machin, un film sur machin, un film sur machin, et après, mais non, il y a plein de films où on commence, il y a 10 personnages dans le premier film, et ça passe, tout le monde s'en fout, t'as pas besoin d'avoir des origin story pour chaque personnage. Marvel l'a fait, ça fait très bien, bravo à eux, mais DC n'est pas obligé de copier ce modèle. Moi, je trouve que quand on regarde, quand on met les choses en perspective, quand on met Man of Steel, Batman vs Superman et ce que promet Zack Snyder Justice League, je trouve que ça marche très très bien. Voilà. Exactement. Alors du coup, où est-ce que tout ça nous a amené? Donc on a eu la sortie de BVS, comme je l'ai dit, Justice League était déjà écrit, mais là Warner a commencé à trembler du huc et a imposé à Zack de réécrire son film. Donc il l'a réécrit et là il y a eu des compromis qui ont été demandés, comme le look dégueulasse de Steppenwolf et comme pas mal de choses. Hein. La tenue noire de Superman. La tenue noire de Superman qui a été retirée, inclure de l'humour, moins de violence, plein de choses. Ce qui veut dire qu'en fait, si le film était sorti en 2017 sans que ce qui arrive par la suite, dont je vais vous parler dans une minute, est arrivé, on aurait quand même déjà eu une version compromise. Alors que là, on a une version non compromise. Je vais y revenir, que je ne prenne pas d'avance. Ce qui s'est passé, Zack a tourné son film, il a terminé de tourner le film et il a commencé à travailler sur la post-prod. Alors, ce qu'il faut savoir, Jay Oliva nous a confirmé, c'est que ça se passe pas tout à fait comme ça. La post-prod est entamée alors qu'on continue le tournage. Ils tournent et les rushs qui sont validés, ils les envoient en post-prod. Et ils sont déjà commencés à être peaufinés, les effets spéciaux et compagnie, pendant qu'ils continuent de tourner d'autres scènes. Il a terminé, vous pouvez trouver notamment sur le compte Instagram de Jason Momoa en remontant loin en 2016, qu'en fin octobre, ils ont fait une fête pour fêter la fin du tournage. Ce qui s'est passé, c'est que pendant la post-production, malheureusement, Zack a vécu un événement tragique, il a perdu sa fille suite à un suicide. Et que suite à ce suicide, il a pris une petite pause, puis il est revenu bosser parce qu'il a voulu se noyer on va dire noyer sa peine dans le travail. En fait, il a voulu se réconforter dans le boulot, sauf que, bon, je pense que personne ne voudrait vivre ça et ça a été trop difficile et qu'il est parti. Ça, c'est la déclaration officielle, mais on a compris avec le temps qu'il n'y avait pas que la question du suicide, que en fait, la production de Justice League a été chaotique depuis le début. Et moi, je pense tout simplement qu'il a vécu une mise au placard et qu'il s'est dit, bon, entre ce qui vient de m'arriver et la mise au placard, vous savez quoi? Bon, on n'est pas là pour être politiquement correct. Hein. Je pense qu'il s'est dit, allez hop, salut. Et il a bien raison, au bout d'un moment. Alors, quand un mec passionné comme Zack, parce qu'il est très passionné, te dit que au bout d'un moment, ce n'est qu'un film, voilà, il l'a dit lui-même. Quand il te dit ça, là, tu te dis, ok, là, c'est que c'est vraiment chaud, en fait. Donc, il a quitté le projet. Hein, il ne s'est pas fait virer, comme certains aiment rapporter. Il a quitté le projet. Et le projet, il était là, comme ça, en suspens, presque terminé, mais pas terminé. Et il fallait quelqu'un pour le finir. Toby Emmerich, notre très bon ami PDG de chez Warner Bros, prend la communication sur les médias, au travers de je ne sais plus quel média d'ailleurs, pour nous dire... Hollywood Reporter. Hollywood Reporter. Hein, je me souviens de l'article. Ouais, moi aussi, je l'avais lu. Et il nous dit, ne vous inquiétez pas, le film est quasiment terminé, Joss Whedon va venir pour le terminer, nous allons respecter la vision de Snyder. C'est totalement faux. Le film a été réduit de 4 heures à 2 heures, et dans les 2 heures,
il y a au moins 80% du film qui a été complètement modifié, retourné en urgence, réécrit en urgence. Voilà ce que c'est que cette histoire de Snyder Cut. On parle d'un film de Justice League 2017 qui est sorti, qui n'est pas du tout ce que nous allons avoir à tous les niveaux. Visuel, développement de personnages, histoire, rien ne sera... la seule chose qu'on va reconnaître, je pense, ce sera des endroits, des lieux, des visuels. Voilà. Ouais, il y aura des moments qui vont paraître familiers, mais dans les faits, sur 4 heures, on va dire que tu as peut-être une demi-heure d'images qui vont paraître familières, mais encore même ces images-là, il y aura des différences, puisque c'est des images où le costume de Superman sera noir au lieu d'être rouge, où Steppenwolf fera un look différent, et de manière générale, le ratio est différent, la colorimétrie sera différente, donc en fait, même les choses qui vont paraître familières, elles seront différentes. Et il faut que je dise 2 choses avant que je les oublie, excuse-moi, parce que là, c'est tout le mastermind de Zach, et là, c'est là, mon respect pour Zach a encore monté quand j'ai appris ça, parce que là, c'est première chose. Voilà. Pourquoi on a un film aujourd'hui qui s'appelle Zack Snyder Justice League, qui est la version définitive? C'est que lorsque on lui a demandé de faire des compromis avant qu'il n'ait la perte de sa fille, paix à son âme, il a dit OK. Il a pris les compromis, il a tourné ce qu'on lui a demandé de tourner. Mais en parallèle, il a tourné les scènes pour son propre film. Et là, déjà, le génie monte. Avec ce qu'il a vécu sur BVS, sur Watchmen, les versions longues, les versions courtes, les machins, je pense que là, il s'est dit OK, on va pas prendre de risques. Et il avait dit, d'ailleurs, il avait donné un conseil, je sais plus qu'il avait dit, il faut toujours tourner au maximum. Il faut tourner au max. Donc, il a tourné en parallèle sa propre version et hop, c'est resté bloqué posé sur ses étagères pendant plusieurs années. L'un des gros compromis, c'était le costume noir de Superman. Je vais pas trop dire pourquoi un costume noir, pour pas que les gens, renseignez-vous sur internet si vous voulez savoir, sinon j'ai pas envie de vous gâcher la surprise, mais il y a une question... Hein? Je pense que ils savent. Non, on sait jamais. Il y a un côté très... Il y a des gens qui sont un peu moins renseignés dans nos spectateurs. J'ai commencé à avoir des retours. Il y a alors le couleur noire, ça a un côté symbolique, mais pas que. Donc vous verrez, parce qu'on ne sait pas encore s'il va inclure cette fonction réparatrice comme dans le comics, quoi. Donc on verra ça. Et en fait, on lui a dit, Warner s'est opposé au costume noir parce que c'était trop dark, trop sombre. C'est encore une connerie de voilà, bon bref. Zach a dit OK. Il a changé le costume bleu. Il a quand même pris un costume bleu, mais ils ont modifié la teinte du costume pour avoir un bleu qui en post-production, un bleu rouge jaune là, qui puisse plus facilement en post-production se modifier en noir argenté et qu'on y verrait que du feu. Et quand tu vois le résultat sur le trailer, c'est mastermind. Et c'est aussi pour ça que dans la version ciné, le costume est dégueulasse. Donc du coup, lui, il a vraiment pensé à sa version et il a en quelque sorte participé à l'échec de la version ciné aussi. Et ça, c'est assez marrant. Bah, ce qui est fou, c'est quand tu regardes le poster de Justice League, je suis en train de vous le sortir, qui est vraiment horrible, dégueulasse. Alors il est où? Tiens, bizarrement, il sort toujours en premier. Voilà, ce poster est à vomir. C'est terrible. Magnifique Photoshop. Alors Aquaman, il a une position, il tient son trident, mais le trident n'est pas là. On voit pas bien, mais voilà, il tient son trident, mais le trident n'est pas là. Le bleu le bleu Batman de Superman est encore plus bleu que bleu. Batman est bleu. Batman est bleu, je sais pas pourquoi. Bah parce que ça fait moins peur, un Batman bleu, les enfants vont préférer. Bah, voilà toute la volonté de Warner à vouloir vraiment rendre le film joyeux, positif, toutes ces conneries. Je voudrais rebondir aussi sur ce que tu as dit sur cette espèce de double prise des scènes. Et c'est aussi pour ça qu'on va pas se retrouver avec... j'ai vu aussi parfois dans certains commentaires, ah oui, mais dans le trailer de Zack Snyder à l'époque, mars 2017, il y a des blagues. Je vous rassure. Et apparemment, Zack Snyder disait qu'il était très content de pouvoir lui-même supprimer des choses qu'il avait tournées. Ouais. Donc le Batman ou Bruce Wayne qui dit à Aquaman, il paraît que tu peux parler aux poissons, ça dégage, c'est nul. Il supprime. Voilà, donc en fait, c'est vrai que c'est très très intelligent d'avoir tourné comme ça ces prises alternatives, cette prise avec le tampon Warner Bros. Geoff Jones et ces prises avec non, c'est comme ça que moi et Chris Terrio avons écrit cette scène. Et il a été capable, on a aussi une personne des effets spéciaux qui avait fait
une publication sur Instagram qui avait expliqué que, en plus de ce qu'il y avait dans le Director's Cut de Zack Snyder, ils avaient été obligés d'aller rechercher dans les archives, d'aller rechercher justement ces scènes-là pour supprimer des choses. Parce que oui, effectivement, quand tu me disais, comme tu le disais, Soufiane, si on avait eu Justice League en 2017, on aurait eu un espèce de compromis avec un film plus léger, avec la tenue bleue de Superman, Steppenwolf là, un peu bizarre. Et là, c'est une immense chance qu'il ait pu remonter en fait carrément son film, aller pouvoir chercher dans les archives des scènes qu'il avait tournées. Et ça, je trouve que c'est vraiment incroyable d'avoir pu en quelque sorte tourner 2 films en même temps avec ces variations de scènes. Et je suis vraiment content et curieux de voir comment tout ça va s'articuler, comment même ses propres répliques, ses propres scènes pour lesquelles on était hypé en 2017, hein, des choses qu'on a vues, on s'est dit ouais, c'est génial en 2017, et même ça, ce qu'on a vu, ça va dégager. Donc je suis vraiment curieux de voir ça. Et j'ai vu aussi il y a quelques temps, Snyder disait que son superviseur visuel avait fait un espèce de comparatif une fois le film terminé. Donc apparemment, si j'ai bien compris, 86% du film, et ce sont des images inédites. 86%. Donc, si vous faites un calcul, ça fait 3h34. 3h34 d'images inédites. Donc, c'est incroyable. Et comme tu le disais, Stéphane, tout à l'heure, le restant, ça va être certes des choses qui vont nous paraître familières, mais couleurs différentes, effets spéciaux différents, montage et contexte différents. Donc, c'est-à-dire que ces 25 minutes restantes ou 26 minutes restantes, elles vont être imbriquées différemment dans le film. Et elles vont pas avoir la même tête, et puis la musique, et puis les dialogues. Donc ah oui, la musique, on n'en a pas parlé. La musique qui sera complètement. Moi, la musique, moi je vous dis en 2017, mais il y a un moment, on voit dans la version cinéma, vous savez, quand la porte du vaisseau s'ouvre et ils arrivent là dans la chambre où Doomsday est né, on a 3 secondes de la musique de Man of Steel. Ah, et puis là, tu te dis, ça y est, c'est parti, tu vois. J'avais un peu d'espoir. Je me suis dit, bon, la première heure, c'était une blague. Et puis là, ça y est, on va commencer le vrai film. Ah ouais, et je pense que Junkie XL, et puis on a eu juste un petit. On a eu ce titre-là. Et je pense que, ouais, apparemment, sa bande originale va durer 4 heures également. Ah, ça va être énorme. Et j'ai vraiment hâte de le mettre, de pouvoir l'acheter et d'écouter ça, parce que la musique, je pense que c'est primordial. Et c'est ce qui fait aussi la force de Man of Steel et Batman vs Superman. Hans Zimmer et Junkie XL, je pense que c'est un point essentiel, et je suis vraiment content, et visiblement Junkie XL il est vraiment content aussi de pouvoir t'imagines, tu bosses 2-3 ans sur un projet et on te le fout de côté et on te dit non, on ne verra jamais. Vous vous rappelez quand Junkie XL a été viré pour être remplacé par Danny Elfman, il a dit que Hans Zimmer lui avait dit t'as pas fait ton chemin, t'es pas vraiment on va dire à Hollywood tant que t'as pas été viré sur un de tes projets. Voilà. Et de savoir qu'aujourd'hui, parce que peut-être là aussi il y a des gens qui savent pas, ça faisait partie un petit peu du même processus, hein, c'est-à-dire que Junkie XL il a été viré pourquoi ? Pour mettre Danny Elfman, pour nous remettre les thèmes de Superman 78, pour remettre d'après lui le seul thème à la demande de Joss, le seul thème de Batman, le vrai thème de Batman, c'est-à-dire celui des films de Burton. C'était nul. Et niveau cohérence, c'est ridicule. C'est ridicule. Parce qu'on est en train de nous remettre des musiques juste pour de la nostalgie dans un film qui n'a rien à voir avec cet univers au final. Et j'aimerais juste. Chacun sa génération. Moi, je vais faire du mal à des millions de gens là. Enfin, des millions, genre, j'ai des millions de caters. Mais non, parce que les autres films. Moi, tu me mets John Williams là, Superman John Williams, j'ai pas les frissons. Ça m'énerve. C'est pas mon délire. Ouais, c'est pas ma génération, ça me parle pas. Je suis pas né à cette époque. Ça me donne pas cet espoir de je sais pas quoi. Je dis pas que le thème n'est pas fort. Effectivement, si tu mets des conditions, tu mets la musique et tout, ça marche, ça fait quelque chose. Mais c'est pas le thème. Non. Moi, je vais te dire un truc. Quand j'ai vu, admettons, Superman Returns, qui avait été fait un peu dans l'esprit d'être une suite plus ou moins en tout cas un hommage au film de Christopher Reeve, moi ça m'a fait des frissons, ou en tout cas ça m'a plu, parce qu'il y avait ce côté Superman. Parce que j'aime le personnage, mais surtout dans cette ambiance, dans cette idée c'est une continuité des anciens films, j'ai adoré. Le jour où j'ai commencé à entendre dans Justice League sur Henry Cavill le thème de John Williams, ça m'a énervé, ça m'a mis au bout de moi, ça ne passait pas, ça marchait pas. Donc là où je voulais juste rebondir sur ce que tu as dit, Jim,
par rapport au dialogue qui ont été tournés en 2 fois, etc. Où Zach, et même ce que tu disais Souf juste avant, où Zach a tourné un peu sa version du film en même temps. Déjà, voilà, encore une fois, c'est aussi pour ça qu'on adore Zach, c'est que le mec il pense à tout. Mais surtout, moi, c'est une des choses qui me fait le plus plaisir, c'est d'apprendre ça, plus que le design de Steppenwolf, plus que, je sais pas, différentes choses qui vont être amenées ou le costume de Superman. C'est vraiment de voir ces dialogues, on l'a forcé à tourner, disparaître. Et je sais pas, vous, ce que vous en aviez pensé, mais il y avait un truc qui m'avait vraiment mis hors de moi à l'époque, c'était cette scène du short trip, où à la toute fin, Superman, Clark est dans la rue, là, il a ses petites lunettes, il est dans son identité secrète, on va dire, et il sort et bam, je suis Superman, c'est génial, regardez. Ça, on est d'accord que ça saute. Ça saute complètement, ça n'a aucun sens, ça n'a jamais été expliqué, à moins que d'une manière ou d'une autre, Zach explique pendant le film pourquoi il y a un retour en arrière, peut-être quand Flash... Clark Kent est mort dans BVS. Mais Clark est mort dans BVS. Il y a sa photo, il est mort. Exactement, ça n'a aucun sens. Il revient au boulot le lundi et il te dit « Oh, c'est moi Superman !» Mais ça, en fait, pour faire plaisir aux nostalgiques. Voilà, la chemise. C'est exactement ça. Le coup de la chemise, pour moi, c'est la fin de Justice League 3, quoi. Éventuellement, s'il y a un retour et encore, oui, parce qu'il pourrait expliquer, c'est moi Clark Kent. Il pourrait expliquer au monde. Il va quand même faire ses courses, tu vois. Il va encore se promener. Bon, il peut garder l'impair et les lunettes, tu vois. À la rigueur. Mais le truc, c'est que en fait, les gens sont attachés à ça. Je comprends. C'est ça. Il n'y a pas de souci. C'est quelque chose de, je dirais, c'est typique de Superman. Mais les choses peuvent être revues. Moi, j'adore, par exemple, et il faut vraiment qu'on aille sur la fin du podcast après, qu'on aille sur la conclusion, parce que ça fait 1h10. J'aime beaucoup la fin de Man of Steel, où tu as le gosse avec la cape rouge, et en fait, Jonathan Kent qui le regarde. Ah, c'est magnifique, ça. Et je crois qu'on entend, je sais plus si c'est Martha qu'on entend, qui dit t'inquiète pas, il t'a vu quand t'étais, il t'a vu, il a vu qui tu étais devenu bien assez tôt. Un truc genre magnifique. Et là, tu vois, tu peux créer un nouveau sein. Moi, je trouve qu'il a, plutôt que le t-shirt déchiré, le père qui avait déjà la vision de ce qu'allait devenir son fils quand il a la cape rouge et qui joue au héros, magnifique. Suffisant. Moi, je pense que voilà, Zach, c'est aussi un fan de DC Comics de manière générale, et il sait que cette dualité Clark Kent Superman, c'est quelque chose qui fait partie de la mythologie du personnage. Donc, c'était important pour lui de l'inclure. Dans BVS, on a ce chapitre-là où il est à la fois le journaliste et à la fois le super-héros. Mais pour moi, une fois que Clark et Superman sont morts à la fin de BVS, dans Justice League, c'est Superman et Clark Kent, ça n'existe plus. Et il y a des gens qui étaient attachés à ça, qui disaient, mais maintenant qu'il est mort, comment ils vont expliquer que machin, est-ce qu'il va y avoir ceci, est-ce qu'il va y avoir cela? Non. C'est tout. Le chapitre est fini. C'est Superman. Quand tu défends la Terre de Darkseid, tu vas pas au bureau le lundi pour faire ton reporter. Et les gens ne comprennent pas ça. Le chapitre était passé. Le chapitre est passé. Le chapitre Clark Kent, c'est fini. Alors peut-être, en effet, comme tu dis, Jim, s'il y a, je sais pas moi, un time travel à la fin ou je sais pas quoi, ils feront une scène finale où Superman redevient Clark Kent. Mais c'est même pas important. C'est même pas important. C'est pas important. C'est pas ça qui fait que un film Superman est bon. Parce que si c'est juste ça, ça veut dire qu'en fait, t'as 2 minutes qui te plaisent dans un film, en fait. Parce que t'as vu ça, t'es heureux. Tout le reste, tu t'en tapes. Et pourquoi tu regardes un film? C'est le fan service gratuit. Ouais. En tout cas, pour donc continuer cette histoire de la Snyder Cut et arriver vers la fin, finalement, en fait, le plus important, je pense qu'on l'a dit. Après, les dessous de tournage sont impressionnants. Vous pouvez apprendre. Je recommence sur le blog et sur Internet beaucoup de choses qui ont été modifiées et compagnie, comme ce fameux ciel rouge, comme toute la scène d'action finale. En fait, de temps en temps, faut comprendre que de temps en temps, ils ont pris un shot de 30 secondes et ils l'ont modifié. Voilà. Et ça a été dispersé dans le Justice League de partout et ça a fait un film, ce qu'on appelle un film Frankenstein. Mais du coup, là, on arrive sur une version, donc, comme on l'a déjà dit, totalement sans compromis, et du coup on va vraiment découvrir quelque chose de nouveau. Et moi aussi, comme toi Jim, je voulais dire un truc et je l'ai oublié. Ça arrive. C'est un des inconvénients d'être à 3 sur un podcast, c'est que pendant que les autres parlent, on oublie ce qu'on voulait dire. Ouais, il faudrait prendre des notes quoi. Mais non, mais je pense qu'on a fait le tour en tout cas pour cette fameuse histoire Snyder Cut, parce qu'il n'y a pas besoin après le principal, on l'a dit, qui a été retourné, qui a été comment ça s'est passé, pour quelles raisons. Non, voilà, ça y est, c'est revenu. Quand je parle des raisons,
On a parlé du fait que le film a été retourné à la dernière minute, parce que oui, ça on l'a pas dit, hein, mais Justice League, entre le décès de la fille de Zack qui était au mois de mars 2017 et la sortie en novembre 2017, Warner Bros. N'a pas décalé la sortie. Parce qu'il y avait une question de prime financière à gagner pour certains execs. Et il fallait que le film soit sorti à cette date-là, parce qu'il y avait le rachat de Warner Bros. Qui est par AT&T, qui est Warner Media, qui allait être racheté par AT&T, qui faisait qu'il fallait absolument qu'il sorte le film à ce date-là. Donc le décès de Zack, de la fille de Zack, on s'en tape, on décale pas la sortie, on fait un film de merde et on le sort. Alors voilà, c'est la sortie de ce film, c'est ce qui a indigné beaucoup de fans, c'est qu'on n'est pas juste on s'est pas battu juste pour je veux voir mon Superman comme j'aurais aimé le voir. Non, on s'est battu pour l'intégrité artistique, le fait que tu as un artiste qui s'est fait, des centaines d'artistes, tous ceux qui ont bossé sur le film, qui se sont fait mettre au placard, certains qui n'ont pas été crédités, beaucoup, ne serait-ce que le coiffeur de Ray Fisher, par exemple, hein, et des centaines d'autres personnes. Il y a donc le fait que les execs ont tout fait pour se gaver, qui se sont foutus de notre gueule, puisque moi j'estime que quand je suis client depuis des années, que tu me promets un truc, j'arrive, c'est pas ça, bah tu m'as vendu. C'est ça que je voulais dire tout à l'heure. Alors, en fait, c'est excellent. C'est parce que au début quand ils ont proposé donc Batman vs Superman, ils nous ont vendu le truc. Regardez les gars, nous on va faire les choses différemment. C'est un peu l'antithèse de Marvel. On va mettre de la mythologie, de la philosophie, de la politique, et nous justement, ce sera notre truc. Et on va vous montrer qu'on peut raconter des histoires vraiment très intéressantes avec les super héros. Donc, ok, pas de problème. Donc tu payes, t'achètes des trucs. Je m'intéressais un peu aux comics, etc. Et après on me dit non, en fait non, toi on s'en fout, va te faire foutre. En gros, c'était un peu. Ouais, c'est un doigt d'honneur. Le sentiment là. C'est un doigt d'honneur qu'ils nous ont fait. Et le truc, c'est qu'il y a eu beaucoup d'enjeux, et aujourd'hui, quand tu es, pour la plupart des gens, quand on se tape pour le Snyder Cut, en tout cas moi, c'est comme ça que je le vis, on se bat pour une certaine vérité. Et quelle est cette vérité? Qu'est-ce que j'entends par là? C'est que tu as les médias qui se sont acharnés sur Zack pour différentes raisons. Il y a ceux qui n'aiment pas, il y a ceux qui sont payés pour écrire, hein, ça c'est pas dit mais c'est connu. Il y a aussi ceux qui ne sont pas invités aux projections presse, qui ne reçoivent pas leur petite box avec les petits cadeaux. Il y a tous ça, ceux on peut en parler. Hein. Ça, on peut, parce que je trouve que ce qui arrive maintenant, et avec la fermeture des salles de cinéma et le développement des plateformes de streaming, on a tout un tas de gens qui se retrouvent un peu de côté. Et ces gens-là, par exemple, c'est parce qu'on parle des médias ou des gens qui relaient des informations sur les films. Et ça a apparu vraiment milieu ou fin des années 2000. C'est qu'on a tout un tas de gens qui ont développé des chaînes YouTube, des sites internet, mais qui ne sont pas des professionnels du cinéma. Et ces gens-là, ils ont réussi à se faire inviter, à force de travail et puis de publier, etc., à se faire inviter sur des projections. Et en partie, je pense qu'ils sont en partie responsables du backlash de BVS, on va dire. Et maintenant, on les sent un peu pas bien, parce qu'au final, ces gens-là, ils se positionnaient entre le spectateur potentiel et le studio, mais aujourd'hui, ils ne servent plus à rien. Le studio ou le réalisateur, il peut communiquer directement avec le client. On avait ces gens-là, oui, moi personnellement, je ne vais pas regarder sur Internet ce que pense un mec lambda qui a une chaîne YouTube avant de regarder un film. J'ai pas besoin de lui. Et là, on a l'impression que ce qui compte, c'est ce que pensent les consommateurs, ceux qui payent, ceux qui achètent et ceux que ça intéresse. Et pour s'y replacer Batman vs Superman dans son contexte, on est en plein succès de Marvel et on a ces gens-là qui ont des sites, des pages, des comptes Twitter et qui sont très très puissants, alors qu'au final, c'est pas des professionnels du cinéma, c'est juste des gens qui font des émissions et qui parlent sur les films, mais c'est pas des professionnels. Alors, il y a deux points de vue. Je suis d'accord et pas d'accord. D'accord parce que j'ai rien à redire, oui. En fait, je trouve qu'il faut pas mettre tout le monde dans le même sac. Parce que tu as aussi des professionnels qui sont... Ah ben oui. En fait, tu as aussi les professionnels qui n'ont pas une grande crédibilité parce qu'on sait que leurs articles sont achetés, sont commandés ou qui prennent très... Oui, voilà, c'est un peu bizarre que sur Rotten Tomatoes, les films de Disney sont quasiment tous de très bons films et tu vas voir un film de Nolan, de Zack ou de quelqu'un d'autre qui est un petit peu plus osé ou un peu différent, qui marche un peu en dehors des clous, bah bizarrement c'est de la merde. Donc, tout à fait.
Donc, le truc, justement, j'en parle dans mon prochain article que j'écris pour mon blog, qui est le top 20 des pires conneries que nous ont lâché les haters. C'est que les blogueurs, ça a du bon et du moins bon. Là où ça a du bon, c'est qu'aujourd'hui, les journalistes ont mal. Pourquoi ils ont mal? Parce qu'un blogueur lambda qui est passionné et pertinent sur Internet peut commencer à avoir beaucoup de vues, voire plus qu'un journaliste professionnel qui a étudié et qui travaille pour une grande boîte. Et là, ça les met en difficulté. Mais ces gens-là, ils avaient le contrôle en 2016. Là où ils perdent le contrôle actuellement, c'est que Zach a décidé, pour la peine, vu que vous m'avez mis 6 pieds sous terre, il n'y a pas de souci. À partir de maintenant, tous les scoops, toutes les news, elles iront directement chez mes fans. Soit en commentaire Véro, soit en leur accordant des interviews exclusives, en vidéo, en podcast, en ce que vous voulez. Et ça, c'est très fort. Il a changé la manière de communiquer, en tout cas dans son univers à lui. Ce qui fait que moi, je vous le dis, il faut s'attendre à un joli retour de flamme quand le film va sortir. Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui ont tout simplement ce qu'on appelle le seum. Ils ont le seum. Ils n'ont pas d'interview, ils n'ont pas de news, ils n'ont pas de petits cadeaux, ils n'ont pas de petits macarons à la projection. De toute façon, il n'y a pas de cinéma en ce moment avec le Covid. Mais tous ces privilèges qu'ils avaient dans leur cercle, non seulement ils l'ont plus, mais en plus, la pire chose qu'ils puissent ne plus avoir, c'est le pouvoir. Et c'est quoi le pouvoir? C'est le pouvoir d'endoctriner le spectateur, de dire un gros headline et d'expliquer pourquoi moi je suis intelligent et moi je t'explique pourquoi toi tu ne dois pas aimer ce film. C'est ça, c'est pour ça que moi les youtubeurs je n'en regarde plus beaucoup. Je n'en regarde que très peu sur la critique ciné parce que même s'il y en a qui n'ont rien fait, qui sont cool, j'ai pas besoin de quelqu'un pour me dire si j'aime ou j'aime pas. Ça fait déjà des années de toute façon, hein, mais aujourd'hui, il y a quelques noms que j'aime bien regarder parce que je trouve qu'ils sont créatifs ou qui sont intéressants dans l'aspect technique. Ils m'apprennent des choses sur la technique. Mais clairement, me dire si je dois aller voir un film, ça, c'est mort. En 2016, les médias ont eu le pouvoir et ont réussi à faire croire au monde pendant plusieurs années que BVS, c'est de la merde parce que ceci, parce que cela. Et en plus, écoutez-nous, on a raison. Ben, aujourd'hui, les choses ont changé. On n'est plus en 2016. Zach a pris le contrôle de sa communication avec ses fans. Ces gens-là perdent le contrôle et ils perdent du coup, qu'est-ce qu'ils perdent quand ils perdent le contrôle? Ils perdent de la crédibilité. Aujourd'hui, ils sont tous exposés avec des screenshots des vidéos screenshots de ce qu'ils ont dit, qui n'est pas cohérent, qui est faux, soi-disant j'ai des sources. On peut dire aussi il n'y avait pas de source. Beaucoup de choses comme ça qui font que... On peut dire aussi que certains professionnels ont dit des trucs limite. Hein. Ouais, aussi. Vraiment limite. Et t'en as certains qui ont déjà écrit leur review de Justice League. Ils vont essayer ils vont essayer d'y aller, mais ça va pas marcher cette fois. Ça va pas marcher parce que on sait à quoi s'attendre et de plus en plus de monde sait aujourd'hui que ces gens-là, c'est plus des gens crédibles et ils pourront tenter ce qu'ils voudront. Ça marchera pas. De la même manière que Toby peut essayer d'arrêter le train en marche, il ne l'arrêtera pas. Donc c'est mort, les gars. Il n'arrête pas. Et du coup, on a plein de gens, quand tu vois les montages de FilmGov, moi, il me fait trop rire, quand il expose tous ces haters avec leurs propos qui sont très incohérents, très faux, des fois qui sont tout simplement faux, des affirmations qui sont fausses. Donc, non, c'est cool. Aujourd'hui, voilà, les choses ont changé. Le mouvement Snyder Cut compte beaucoup de blogueurs, de dessinateurs, de podcasteurs, de tout ce que vous voulez, dans toutes les langues, et c'est que le début. Et est-ce que vous avez quelque chose à ajouter? Parce que ça fait un bon moment qu'on parle, on est en train de déborder. Ouais, moi je voulais, en fait, c'est que j'aurais bien aimé qu'on parle un petit peu, encore une fois, pour ce dont on avait entamé à dire tout à l'heure. Il y a beaucoup de confusion par rapport au projet initial et par rapport à ce qui va se passer par la suite. Notamment, certains, et je suis là aussi étonné de voir pas mal de gens sur YouTube, qui pensent que Zack Snyder's Justice League, c'est la fin d'une histoire et qu'il y a eu des modifications qui ont été faites de manière à faire une conclusion un peu à cet arc-là. Comme tu le disais tout à l'heure, c'est pas le cas. Et on a même, d'après, c'était comment il s'appelle, The Culture Nerd, qui disait il y a encore pas longtemps que, alors ça c'est à confirmer, hein, c'est une rumeur, mais que... Au passage, The Culture Nerd qui est une source très fiable parce qu'ils sont rarement trompés sur tout ce qu'ils ont annoncé jusqu'à maintenant. Et ce que je veux dire, il en avait déjà parlé. Vas-y. Source fiable, mais qui en plus, qui n'est pas The Hollywood Reporter ou je sais pas qui est un... Non. Et c'est ça qui est génial. Ils ont les infos officielles. Ils savaient qu'on avait gagné avant nous. Ils savaient qu'on avait gagné avant nous. En fait, c'est une source fiable qui a lui-même, je pense, des tas de sources fiables. Donc du coup, c'est pas, il devine pas, il n'imagine pas. Il nous dit, on y croit pas, mais souvent ça s'annonce. Dans la plupart des cas, ça s'est vérifié. Donc ce qu'il a dit la dernière fois, il y a quelques semaines,
c'est que non seulement on n'est pas sur une fin, on est bien sur une fin ouverte puisque le film n'est pas modifié par rapport au script original. Sa dernière info, c'était que les suites, donc Justice League 2 et 3, sont en attente. En fait, on attend juste de voir que le film soit un succès pour l'annoncer officiellement. Et que si c'est le cas, on aura donc ces 2 films qui seraient éventuellement même tournés en même temps pour éviter que ça prenne trop de temps. Un petit peu à la manière dont Matrix 2 et 3 avaient été tournés en même temps il y a maintenant un bon moment. On aurait l'Ayer Cut, donc la Director's Cut de Suicide Squad, qui serait également en attente et qui n'attendrait plus que de sortir. On aurait même appliqué quelques changements tels qu'ils étaient là aussi prévus à la base pour connecter Suicide Squad à Justice League, notamment avec le Joker de Leto qu'on a vu dans la bande-annonce. Et enfin, l'apparition de Steppenwolf, voilà, avec une apparition de Steppenwolf. Et enfin, éventuellement, même une mini-série Batman qui viendrait raconter un petit peu ce qu'était Batman avant d'être ce qu'il est dans BVS, revenir un peu sur son passé, sur la mort de Robin, sur Catwoman éventuellement aussi apparemment, selon les rumeurs. Enfin voilà, c'est pas la fin. On va jamais, je pense, partir dans un Snyderverse qui va faire 50 films et 40 séries, mais il y a encore quelques petits projets à finir pour conclure cet univers. Donc c'est pas fini, c'est le début presque encore. Ok. Écoute, je pense que ça fait une super conclusion pour ce podcast. On a fait le tour des sujets principaux qu'on voulait aborder. Donc pour conclure, je répète ce qu'on dit toujours, propagande oblige, rejoignez-nous sur Twitter, je mets notre compte Twitter dans la description. S'il y a un moment où il faut vous faire entendre, si vous êtes fan et vous dites ouais je verrai, non, faut pas voir, faut prendre un compte Twitter, ça prend 2 secondes et de temps en temps mettre un petit hashtag parce que clairement si on se fait entendre, on l'aura le 18 mars et on ne sera pas spoilé par la République tchèque. Et ne le prenez pas mal, nos amis République tchèque, quoi. C'est juste une blague. J'aime bien. Je suis pas sûr qu'on ait beaucoup de Tchèques qui nous écoutent, mais c'est pas grave. C'est pour l'humour. Mais voilà, ça évitera qu'on se fasse spoiler par tout le monde. N'hésitez pas à aller faire un tour sur le blog pour avoir une histoire de la Snyder Cut beaucoup plus précise et détaillée avec, comme je l'ai dit, des faits, des photos, des screenshots, des commentaires de Zach, de la vidéo, beaucoup de choses. Une série que j'ai écrite en 8 mois. Et la dernière chose que je voulais ajouter, non, je pense qu'on a fait le tour. Ouais. Je pense que là, on a fait le tour. Moi, je dis simplement merci pour l'invitation. C'est normal. Ça fait plaisir. Non, il n'y a pas de souci. On a reçu de super commentaires et ça fait plaisir. Donc, comme on l'a dit, ce podcast, c'est le premier et certainement pas le dernier. Moi, je m'étais dit peut-être un par semaine, mais là, on est déjà de retour. Donc, on verra comment les choses vont avancer. J'ai déjà de bonnes idées de podcasts qui vont bien vous faire gaulerie, vous faire passer des bons moments. Donc, c'est dans les tuyaux, ça arrive. On va faire ça au fur et à mesure. Et puis, c'était normal de t'inviter, Jim. Tu fais partie de la team, tu es un soldat. On est là depuis le début. Merci. Ça fait des années, une belle année. Plus d'une année qu'on s'échange des messages quasiment tous les jours. Qu'est-ce qu'il y avait ça fait déjà un moment, mine de rien. On se parle plus entre nous qu'avec nos meufs, quoi. C'est abusé. Je sais pas s'il faut qu'on s'inquiète ou pas. Donc voilà, en tout cas, rejoignez les rangs. C'est ici que ça se passe et pas ailleurs. Je vous dis à bientôt. Tchuss.